Samedi 3 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. À la une de l'actualité de ce soir, selon les informations communiquées par le service de la météorologie, le centre du système Grant se situait à 1771 km à l'est, légèrement au nord-est de Tuamasin. À 9 h du matin, ce 3 janvier, son intensité a diminué et il est prévu que les résidus nuageux qui l'accompagnent touchent terre ou se dissipent sur les côtes de Vatmanj ou de Mahanour mardi ou mercredi prochain. Les détails avec Fandessena Mireille. À 9 h ce matin, le centre du système Grant se trouvait à 1771 km à l'est, légèrement au nord-ouest de Tuamasin. Son intensité a diminué et il est désormais classé comme une perturbation tropicale. Les vents qui l'accompagnent atteignent 45 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h près de son centre. Le système se déplace vers l'ouest à une vitesse de 9 km/h. Il est prévu que Grant poursuive sa trajectoire vers l'ouest, légèrement sud-ouest, au cours des 5 prochains jours, tout en continuant à s'affaiblir. Les résidus nuageux qui l'accompagnent devraient toucher terre ou se dissiper sur les côtes de Vatmanj ou de Mahanour mardi ou mercredi prochain. Aucune alerte particulière n'a été émise à ce stade, car son intensité est jugée faible. Toutefois, les usagers de la mer entre Soniranyivung et Mananzar sont invités à la prudence et à suivre régulièrement les informations météorologiques, indique Météo Madagascar. Néanmoins, 5 zones sont placées en alerte rouge en raison de fortes précipitations, à savoir un Alanzrouf, un Tsnan, un Batonjazak, un Mouramang et un Ousbeanal. Les précipitations devraient s'intensifier davantage sur la partie centre-est de l'île. Selon le service de météorologie, le cumul des pluies est estimé entre 40 et 70 mm sur une période de 24 heures. Cette situation pourrait entraîner des perturbations des activités quotidiennes, des stagnations d'eau dans les zones inondables, la montée des cours d'eau ainsi que des glissements de terrain ou des dégradations de routes dans les zones vulnérables. Dans les actualités de ce jour également, page santé, selon les informations communiquées par le directeur général de la prévention sanitaire au sein du ministère de la Santé publique, 40 cas suspects de variole du singe ou mpox ont été recensés. Ces personnes suspectes sont réparties dans 5 régions, selon ce reportage de Fandessena Mireille. D'après les chiffres officiels du ministère de la Santé publique, 40 cas sont suspectés d'être de la variole du singe ou mpox. 5 régions sont concernées par ces suspicions. 34 cas dans la région Bouigne, à Madzang, 2 dans la région Analamang, 2 dans la région Baknakach, 1 dans la région Itas et 1 dans la région Diana. Par ailleurs, 5 cas ont déjà été confirmés positifs au mpox, tous localisés à Madzang. Les autorités sanitaires appellent chaque citoyen à la vigilance et au respect strict des mesures d'hygiène afin de prévenir la propagation du mpox. Le lavage fréquent des mains avec du savon est fortement recommandé. En cas de suspicion confirmée par un médecin, des centres d'isolement sont déjà prévus selon les explications. À Antananarivo, ces centres se trouvent notamment au CHU Anusial, à Ndutapenak et à Fenoarivo. Et le ministère de l'Économie et des Finances n'a pas démenti, mais a apporté des explications concernant le document qui a circulé, faisant état d'un montant présenté comme une prime destinée aux membres de la Haute Cour constitutionnelle. Il n'a toutefois pas précisé clairement si ce montant était exact, rectifié, ou si l'octroi de cette prime avait été totalement rejeté. Reportage. Réagissant aux informations relayées dans le document classé comme une prime attribuée aux membres de la Haute Cour constitutionnelle, le ministère de l'Économie et des Finances a déclaré qu'aucun engagement financier et aucune prise en charge budgétaire n'avait encore été effectué à ce sujet. D'après cette déclaration, le document diffusé a été classé comme une prime annuelle examinée et adoptée par la HCC, conformément aux dispositions du décret numéro 2012-389 du 20 mars 2012. Face aux polémiques suscitées par cette prime, le ministère de l'Économie et des Finances a affirmé que le pouvoir exécutif respecte pleinement l'indépendance de la HCC et accepte ses décisions. Le ministère de l'Économie et des Finances précise qu'il ne s'exprime que sur les questions relevant de ses compétences, notamment celles relatives aux procédures d'engagement et de paiement des dépenses publiques. Le ministère a confirmé qu'aucune demande d'engagement financier n'a été reçue par le ministère de l'Économie et des Finances.
Aucune dépense ne peut être exécutée en l'absence de crédits suffisants et disponibles inscrits au budget général, ni sans le respect des autorisations et des contrôles requis dans la chaîne de gestion des dépenses selon les explications techniques fournies. Ce rappel s'inscrit dans l'application stricte des règles encadrant l'exécution budgétaire et le contrôle de légalité qui régissent toutes les dépenses de l'État. Par une décision en date du 24 décembre 2025, la HCC a fixé le montant et les modalités de répartition de la prime. Toutefois, au regard des crédits disponibles à cette période pour la HCC dans le budget général, cette dépense n'a pas pu être prise en charge conformément aux règles du système budgétaire. Cette décision concerne l'exercice budgétaire 2025, tel que prévu par la loi de finances 2025, et ne constitue pas un engagement budgétaire du gouvernement actuel. L'absence d'engagement financier, malgré cette décision, résulte des contraintes liées à l'exécution budgétaire et au principe de bonne gouvernance des finances publiques. Le ministère de l'Économie et des Finances réaffirme que l'exécution des dépenses publiques respecte le cadre légal en vigueur, notamment le contrôle de la dépense engagée, le contrôle financier de l'exécution des dépenses publiques, ainsi que les contrôles a priori et a posteriori exercés par la Cour des comptes. Ces mécanismes garantissant la légalité, la transparence et la discipline budgétaire sans porter atteinte à l'indépendance de la Haute Cour constitutionnelle. En revanche, la déclaration n'a pas précisé si la prime destinée aux membres de la HCC a été totalement rejetée, accordée avec une réduction ou simplement déférée dans l'attente de la disponibilité de fonds publics. Quoi qu'il en soit, les documents attribués à la HCC qui ont circulé ont cité les mois au sein de la population et provoqué un vif débat national. Plusieurs personnes ont également contesté ces informations, affirmant qu'elles provenaient de faux comptes, tandis que d'autres soutiennent que ces documents auraient été élaborés sous les précédentes autorités. Partons dans le nord du pays, dans la page faits divers, 3 personnes impliquées dans une affaire de vol et de recel d'objets volés ont été interpellées à Mbilbé. Parmi elles, une est mise en cause pour vol avec effraction et 2 autres pour recel. Le 28 décembre 2025, un cambriolage a été signalé dans le Fokuntan de Matiakou. À la suite des investigations menées par la police nationale, l'un des auteurs présumés de ce cambriolage a été arrêté à Mbilbé. Un téléviseur identifié comme faisant partie des objets dérobés a été retrouvé en sa possession. Le 29 décembre 2025, 2 autres personnes soupçonnées d'avoir reçu les objets volés ont également été interpellées à Mbilbé. Lors de la perquisition effectuée, 2 ordinateurs, un amplificateur et une batterie ont été saisis, des biens reconnus comme étant d'origine frauduleuse. Dans la suite des informations de ce soir, le bateau de croisière Aida Stella en provenance des Seychelles a fait escale à Antsran hier. Il transportait plus de 2300 touristes ainsi que 616 membres d'équipage. Le passage d'un tel paquebot a généré des retombées économiques pour la région. Reportage de Sonia Senamire. Les touristes ont choisi de découvrir les beautés d'Antsran en ce début de la nouvelle année 2026. Lors de l'escale du bateau de croisière Aida Stella sur place hier, 2371 touristes se trouvaient à bord, accompagnés de 616 membres d'équipage. Parmi les passagers, 2067 étaient de nationalité allemande. Selon les chiffres, environ 350 moyens de transport, 4x4, bus et tuk-tuk, ont été mobilisés pour assurer les visites des sites touristiques d'Antsran. Environ 60 guides touristiques ont été engagés durant cette escale. En provenance des Seychelles, le navire a fait escale à Antsran avant de repartir hier en direction de Nouzbé. D'après les informations, 4 paquebots devraient faire escale à Antsran au cours de ce mois. Et dans l'actualité sportive de ce soir, les matchs des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ou CAN 2025 débutent ce soir. La compétition qui se déroule au Maroc depuis le 21 décembre se poursuivra jusqu'au 18 janvier 2026. La première rencontre des 8e de finale opposera ce soir le Sénégal au Soudan. La deuxième affiche mettra aux prises le Mali et la Tunisie. L'équipe de la radio Viva assurera également la retransmission en direct de ces rencontres sur la fréquence 98.8.
Passons à présent aux actualités internationales. Mesdames et messieurs, le Venezuela a décrété l'état d'urgence nationale et dénoncé une agression militaire des États-Unis après les multiples explosions survenues dans la capitale Caracas et d'autres régions du pays. Tôt ce matin, Donald Trump a ensuite assuré que Maduro aurait été capturé et exfiltré du Venezuela. France 24. De fortes explosions, des survols de missiles, d'avions et d'hélicoptères au-dessus de Caracas. Et quelques minutes plus tard, des colonnes de fumée au-dessus de la capitale vénézuélienne, mais aussi sur la côte à une centaine de kilomètres de là. Les habitants de la région de Caracas ont été réveillés en pleine nuit par une série de frappes. Elles surviennent alors que Donald Trump avait promis ces dernières semaines de mener des opérations terrestres dans le pays, affirmant que les jours du président vénézuélien Nicolás Maduro étaient comptés. Dans un communiqué, les autorités ont dénoncé une très grave agression militaire. Nicolás Maduro a décrété l'état d'urgence et appelé à la mobilisation. Depuis la fin août, l'armée américaine a mené plus d'une vingtaine de frappes contre des embarcations vénézuéliennes impliquées selon elle dans des opérations de narcotrafic dans le Pacifique et les Caraïbes au nom de la lutte antidrogue menée par Washington. Le 1er janvier, le président Nicolás Maduro tentait l'apaisement, se disant prêt à discuter avec les États-Unis. S'ils veulent engager des pourparlers sérieux sur un accord pour lutter contre le trafic de drogue, nous y sommes prêts. S'ils veulent du pétrole du Venezuela, le Venezuela est prêt à accueillir des investissements américains, comme avec Chevron. Depuis plusieurs mois, les États-Unis ont considérablement renforcé leur présence militaire dans la région, avec notamment un porte-avions, des navires de guerre et des avions de chasse de pointe stationnés dans les Caraïbes. Et revenons sur l'incident en Suisse, l'incendie survenu justement dans la nuit du Nouvel An dans un bar-discothèque de Crans-Montana en Suisse a fait au moins 40 morts et 119 blessés. L'enquête est toujours en cours. France 24 nous en dit plus. Le travail des enquêteurs a débuté. Une fouille minutieuse, dissimulée derrière ces paravents blancs, qui entourent désormais le bar Le Constellation. Que s'est-il vraiment passé à l'intérieur de l'établissement la nuit dernière? Sur cette vidéo, on aperçoit le départ de feu. La musique continue, les clients filment, aucune alarme incendie se déclenche. Cet homme tente de l'éteindre avec un vêtement. Selon plusieurs témoins, l'incendie serait parti d'une bougie festive comme celle-ci, placée dans une bouteille de champagne. L'une d'elles aurait touché le plafond, recouvert de cette mousse, une isolation acoustique qui s'embrase en quelques secondes. Ce matériau, quoi qu'il en soit, il n'a rien à faire en plafond. Voilà, il n'a presque rien à faire en établissement recevant du public. Et on se rend compte qu'en plus au plafond, c'est là où vous avez tous les gaz chauds qui s'accumulent. Donc si ce matériau est en plus mis en plafond, il va permettre au feu de se développer et de dégager beaucoup de fumée rapidement. Au-delà du plafond, les murs, le plancher sont majoritairement en bois, typique des stations de ski. Ils s'enflamment à leur tour rapidement. Les clients se ruent alors vers cet escalier étroit par lequel ils sont arrivés, indiqué comme issue de secours. Mais il est déjà trop tard. La panique, plusieurs centaines de clients tentent de s'échapper. Comme cette jeune fille de 17 ans, une rescapée. La porte est tellement petite que, en fait, il y a tout le monde qui se ruait dessus et on a juste, en fait, tout le monde poussait tout le monde. Et du coup, moi, je me suis retrouvée enfouie sous des gens en feu ou sous des gens genre morts. Je comprenais rien. En fait, je regardais autour de moi et juste, en fait, je faisais que de crier que j'avais pas envie de mourir. L'établissement était-il surpeuplé? Aux normes, y avait-il d'autres issues de secours? Autant de questions encore en suspens. Et dans la suite des actualités internationales, Kim Jong-il, la fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a fait sa première visite au mausolée où repose son grand-père et arrière-grand-père, anciens dirigeants, d'après les images des médias officiels, consolidant sa place de successeur. France 24. Une visite en famille hautement symbolique. La fille de Kim Jong-un, emmenée par son père au mausolée des anciens dirigeants nord-coréens. Une première visite officielle pour Kim Joo-ae au palais de Kumsusan,
où reposent ses grands-pères et arrière-grands-pères, anciens dirigeants du pays avant son père. Depuis sa première apparition en 2022, la fille du dictateur a multiplié les apparitions publiques, alimentant les spéculations quant à une possible succession à la tête du pays le moment venu. On la voit ici à Pékin lors de son premier voyage officiel à l'étranger, derrière son père Kim Jong-un. Si sa date de naissance n'a jamais été confirmée, Kim Joo-ae serait né au début des années 2010. Beaucoup de mystères planent toujours autour de cette dynastie à la tête de la Corée du Nord depuis près de 80 ans. Son arrière-grand-père Kim Il-sung a dirigé le pays de 1948 à 1994. Son fils Kim Jong-il, père de l'actuel leader, lui a succédé jusqu'en 2011. Si Joo-ae succédait à son père Kim Jong-un, elle incarnerait la 4e génération au pouvoir, dans l'unique dynastie communiste au monde. Mesdames et messieurs, s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée sur Viva. Au revoir.